Allez, nouveau vlog. Bon, c'est temps mitigé, je me plains pas, le reste de la France ne voit pas du tout le soleil, donc je vais pas trop me plaindre. C'est pas la grosse production, mais c'est mieux que rien. Allez, vlog, toujours dans le local technique, on va encore reparler d'AC coupling. Quoi de neuf dans le local? Les éléments pour string 6. Tiens, j'ai installé mon troisième SNRE qui sert de rechange ou pour cette sixième string pour DC coupling. Allez, revenons à nos moutons. On va parler d'AC coupling. Je vais essayer de faire une vidéo relativement brève, moins de 10 minutes, je ne sais pas si ça sera possible. Rappel des épisodes précédents. Premier test en AC coupling avec un onduleur réseau Sofar. Je précise que je suis en off-grid. Quand c'est on-grid, tout va bien. Le surplus potentiel de production repart dans le réseau. D'accord, donc il n'y a pas d'histoire de 52 Hz, que sais-je encore. Ma vidéo, mon vlog, en fait, concerne pour ceux qui veulent utiliser le DI en off-grid et veulent faire de l'AC coupling. Donc, premier test, en jouant avec l'option AC couple on load side. Je vais essayer de pas trop bouger la tête parce que je sais que je donne le mal de mer, je n'ai pas de caméra stabilisée, désolé. Si vous voulez m'en payer une, n'hésitez pas. Donc, quand vous cochez cette option-là, AC couple on load side, c'est le DI qui va gérer votre système onduleur réseau, micro-onduleur, onduleur central, comme ici, un Sofar. Et donc l'idée c'est de quoi? C'est de dire que dès que la batterie est chargée ici à 55 volts, le DI va changer la fréquence de 50 à 52 Hz, mettant en défaut tous les onduleurs connectés réseau. Donc du coup, après avoir envoyé plein pot pour soulager les charges AC et également recharger la batterie, dès que celle-ci est considérée comme chargée par le DI, il arrête la production. Donc du coup, généralement, si vous chargez un jour de beau temps votre batterie jusqu'à midi, tout le reste de l'après-midi, celui-ci est en vacances, il peut partir à la plage. C'est un peu dommage parce que vous perdez potentiellement une grosse prod, au moins pour soulager la partie AC dans l'après-midi. D'accord, donc c'est un inconvénient. En plus, le 52 Hz, ça présente pas mal d'inconvénients. Ici notamment, comme celui-ci tourne à 52 Hz, l'horloge interne tourne plus vite, donc il y a des décalages de synchro pour les calculs des productions journalières, que sais-je encore. Bon, ça c'est les petits désagréments. Les plus gros concernent notamment certains appareils domestiques. Vous avez vu mon four, mais je soupçonne également ma Freebox qui a grillé à cause de ça. Le passage à 52 Hz, si les éléments internes, notamment de l'étage de transformation de mauvaise qualité, il peut avoir des problèmes. Donc finalement, c'est pas une solution que je retiens ou j'ai cherché une alternative. L'alternative, c'est plus le DI qui va gérer l'onduleur réseau, c'est l'onduleur réseau qui va se gérer lui-même. Donc il faut qu'il dispose de telles fonctionnalités. Le Sofar, le cas présent, le dispose. En tout cas, il faut un onduleur réseau qui est capable de gérer sa réinjection. Ça se passe typiquement par le truchement d'une pince ampérimétrique. On voit la une ici, vous voyez ce câble là qui arrive, qui est pris sur le câble de phase sur la sortie load du DI, et donc cette pince mesure en permanence ce que demande ou ce qui est produit le DI sur la partie AC pour que celui-ci essaye de compenser. Dans cette stratégie, il faut par exemple pour le Sofar activer l'option anti-réinjection, c'est l'option 17. Voilà, et donc ça se fait manuellement. Voilà, vous inhibez ou vous disable cette option, et dans ce cas là il mesure le courant de la pince au travers de la pince et vient donc juste produire au niveau des PV pour exactement ce que lui essaye de demander. Et si évidemment lui demande trop plus que la production de l'onduleur réseau, celui-ci va produire à fond. Donc cette stratégie a un intérêt, c'est qu'il permet de compenser tout le long de la journée au moins les charges AC. Par contre, comme celui-ci va se calquer sur la demande uniquement en AC du DI, celui-ci ne charge plus la batterie sur la partie DC. Voilà, donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'en matinée vous perdez potentiellement un peu de puissance que celui-ci aurait pu participer pour charger la batterie. Donc vous voyez, il n'y a pas de bon compromis. Soit la première stratégie, c'est-à-dire que le DI contrôle et vous profitez plein pot de la puissance de votre onduleur réseau tant que jusqu'à que la batterie soit chargée, et puis après lui se met en repos. Deuxième stratégie avec la pince CT, lui ne compense que les pinces AC. Vous perdez une potentielle partie de production qui aurait pu aider à charger la batterie. Alors comment faire pour avoir le beurre et l'argent du beurre? L'idée serait de pouvoir contrôler, pourquoi pas par protocole Modbus, ce fameux mode d'anti-réinjection. Donc l'idée serait de dire, tant que la batterie n'est pas chargée, on désactive l'option d'anti-réinjection. Donc du coup lui va produire plein pot
si une partie de cette puissance donnée par le SOFAR va être absorbée par les charges AC, et si celles-ci de la maison ne sont pas assez importantes, le complément, ou la différence plutôt, ira dans les batteries. D'accord? Dès que la batterie sera considérée comme chargée, il faudrait réactiver cette option d'anti-réinjection. Dans ce cas-là, lui, il va se calquer uniquement sur la demande des charges AC. Donc, ce qui permettrait de récupérer une partie du potentiel flux d'énergie. Je sais que ça paraît un peu compliqué, mais voici le schéma. Donc, est-ce qu'on peut piloter à distance, notamment avec ce SOFAR, cette fameuse fonction réinjection? La réponse est oui, peut-être, je ne sais pas. Donc en théorie, oui, mais le truc c'est que ce SOFAR, d'ailleurs il faudrait que je fasse un test, il est un peu particulier. Donc il communique en mode bus, mais vous avez des registres qui sont uniquement dédiés à la lecture, vous ne pouvez que lire les données, et vous avez des registres qui sont faits uniquement à l'écriture. En général, vous avez des registres qui savent faire les deux, qui sont capables de lire et d'écrire dessus. C'est pas le cas, je sais pas, peut-être des problèmes d'électronique, des proms, que sais-je encore. En tout cas, c'est séparer les deux. Donc je suis capable de lire si la fonction anti-injection est activée. Juste ça, juste savoir si c'est enable ou disable. Par contre, pour écrire sur la doc, c'est le flou artistique complet. J'ai rarement vu une doc aussi mal faite, notamment sur un protocole. Pourtant, je pratique des docs chinoises vraiment mal faites. Et celle-ci, c'est le pompon. Alors j'essaie de dialoguer avec le service technique de SOFAR. Des fois j'ai des réponses, des fois j'ai pas de réponse. J'ai envoyé des questions. Néanmoins, une énième difficulté, c'est que dans ce cas où il faut écrire la donnée, donc écrire dans un registre différent de celui de la lecture, en plus ils ont couronné le tout au niveau complexité en utilisant ce qu'on appelle la function code dans le protocole Modbus. Qu'est-ce que c'est le function code? C'est un code qui permet de savoir si on veut lire ou on veut écrire. Et typiquement, les function codes pour lire des registres, c'est 0304, voilà. Et typiquement, pour les function codes qui permettent d'écrire dans un registre, c'est 10. Or, celui-ci, pour les registres qui permettent potentiellement d'activer ou désactiver l'option anti-reflux, c'est le function code 56. Alors, vous allez me dire, ça change quoi? Ça change que toutes les primitives de gestion du Modbus par ISP-Home ne sont pas faites pour ce function code 56. Donc, on ne peut pas réutiliser ces primitives clés en main. Donc du coup, il faut modifier, il faut écrire à travers des write lambda les commandes vraiment spécifiques nécessaires pour gérer cette function code 56. Je sais, c'est ultra technique, mais voilà la difficulté. Donc j'ai une solution. Voilà, il faudrait que je la teste, mais avant de la tester, je voudrais être sûr que le service technique valide mes deux commandes envoyées pour activer et désactiver cette fonction d'anti-reflux. Néanmoins, je trouve potentiellement cette solution qui permettrait d'avoir le beurre et l'argent du beurre pour exploiter encore plus d'énergie de cet onduleur réseau, potentiellement dangereuse dans la mesure où si la domotique tombe en panne et que celui-ci est à disabler, à désactiver l'option anti-reflux, il ne pourra plus s'arrêter lorsque la batterie soit chargée puisque c'est plus le DIE qui le contrôle. Et donc ça peut arriver à un système où vous pouvez tout cramer votre installation, votre DIE. Donc c'est très dangereux. Donc je veux quand même assurer le coup si je mets ça en opérationnel en faisant ceinture et bretelle, c'est-à-dire que le côté bretelle sera assuré par un relais externe qui coupera la communication de la file CT, des communications de la pince CT. Dans ce cas-là, lui ne reçoit plus la mesure de courant et arrête de produire immédiatement. D'accord? Donc dans le cas où le mode anti-reflux était désactivé, il arrêtera totalement de produire. D'accord? Donc c'est une solution qui me paraît intéressante pour assurer le coup ou le jour où la domotique s'arrêtera. Voilà, un ensemble d'explications assez techniques. Je ferai des tests, je vais voir combien je pourrais gagner en activant ou désactivant cette option d'anti-reflux. Je pense pas beaucoup, je vous le dis clairement, honnêtement, si je gagne que 10% de production en plus sur la partie SOFAR, je ne la mettrai pas en œuvre. Si je gagne plus, potentiellement, je prendrai le risque qu'un jour la domotique ne contrôle plus le SOFAR, je verrai, mais j'irai vraiment avec des pincettes, ceinture et bretelles. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à poser des questions, si vous êtes nouveaux abonnés, je vous conseille fortement de reprendre l'historique, ok, parce que là si vous prenez en route cette nouvelle vidéo, je pense que c'est assez hardcore et vous n'allez rien comprendre. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent, à bientôt.